D'habitude, quand on évoque la cybersécurité du futur, on a tous cette image un peu cliché qui nous vient en tête, non? Ouais, totalement. Les grosses salles de serveurs, refroidies à l'azote, les lasers, tout ça. Exactement. Ou les satellites militaires. Enfin, il y a cette vision très métallique, très froide de la protection des données. C'est ça. L'idée sous-jacente, c'est que plus le coffre-fort est lourd et plus les murs sont épais, plus on est en sécurité en fait. Ouais, c'est rassurant. C'est le paradigme classique avec lequel on a tous grandi. On fait confiance à la masse, à la complexité mathématique. On se dit qu'il y a un mur virtuel gigantesque bâti avec des équations impossibles à résoudre entre nos secrets et les pirates. Mais, et c'est pour ça que je suis ravie d'aborder notre sujet du jour, imaginez qu'on change complètement d'échelle. Et même de matière. Ah, ça c'est le gros basculement. Bah oui. Bon, décortiquons tout ça. Imaginez que le coffre-fort ultime, celui qui est littéralement impossible à forcer, bah, c'est pas du titane ou du code informatique. C'est juste une minuscule goutte de liquide translucide au fond d'un tube en plastique. C'est complètement fou quand on y pense. On passe d'une barrière électronique à une barrière purement biologique. Et c'est ça qui est en train de redéfinir la notion même de secret d'État. Ouais, et pour comprendre ça, il faut qu'on parle de cette scène digne d'un film de science-fiction qui s'est déroulée le 1er avril 2026 à Tokyo. Au laboratoire Linz, c'est ça? Exactement, le labo franco-japonais. On a le président Emmanuel Macron qui est sur place et il observe une machine décoder un message officiel envoyé de Paris. Et la clé de déchiffrement, bah, c'est de l'ADN synthétique. C'est une première mondiale absolue. Ce qui est fascinant ici, c'est de bien poser le cadre. On ne fait pas de la biologie classique, là. C'est-à-dire, C'est pas de la médecine, quoi. non, voilà, aucune étude du génome humain ou de thérapie génique. C'est une prouesse purement cryptographique. On utilise l'ADN comme une sorte de clé USB infiniment petite. D'accord. Et pour vous donner une idée de la densité de ce truc, 100 grammes d'ADN, juste 100 grammes, ça suffirait à stocker tous les centres de données mondiaux. Attends, la totalité de l'Internet mondial dans le volume d'une pobe? Ouais, c'est vertigineux. Et en plus, ça reste stable pendant des milliers d'années si c'est bien conservé. Et là, c'est exactement la mission de notre exploration aujourd'hui. On plonge dans les publications récentes du LIMEMS et de l'IMT Atlantique. On a même une prépublication sur les archives HAL. On va voir comment l'ADN devient notre bouclier ultime face aux menaces futures. Surtout que la promesse ici, et les sources sont très claires là-dessus, c'est pas juste que c'est difficile à pirater, c'est que c'est inconditionnellement inviolable. C'est un mot fort, ça, inconditionnellement. Ah oui, en cryptographie, on ne l'utilise pas à la légère. Et ça tombe à pic, parce que nos méthodes actuelles, elles sont un peu condamnées. C'est clair. Faut vraiment qu'on explique pourquoi l'ADN est une révolution. Et pour ça, faut comprendre pourquoi ce qu'on utilise aujourd'hui pour nos banques ou nos messages, bah, c'est bientôt fini. Le chiffrement actuel, comme le fameux algorithme RSA, ça repose sur une asymétrie mathématique. Oui, l'histoire des nombres premiers géants. Exactement. C'est super facile pour un ordinateur de les multiplier, mais c'est atrocement dur de faire l'opération inverse, de retrouver les nombres de départ. Donc ça prendrait des milliards d'années pour un ordinateur classique. C'est ça. Mais, et c'est un grand mais, Yannick Rondelez, un chercheur du CNRS, le résume super bien. Notre système actuel n'est pas incassable, il est juste, je cite, pas encore cassé. Pas encore cassé, ouais. Parce qu'il y a un rouleau compresseur qui arrive. C'est l'ordinateur quantique. Google, IBM, ils mettent des milliards là-dedans. Et ces machines ne pensent pas du tout comme nos PC habituels. Moi, j'aime bien cette analogie. Imaginez que le chiffrement actuel, c'est un labyrinthe géant. Un ordi classique, il va essayer chaque chemin, un par un. Il tape un mur, il fait demi-ton, il réessaye. Ça prend un temps infini. Alors que l'ordinateur quantique, lui, Plie tout le labyrinthe d'un coup et trouve la sortie instantanément. ouais, c'est une excellente image. L'ordinateur quantique pourrait exploser ses clés de sécurité en quelques heures. Et l'urgence est bien réelle, hein. Le NIST, l'Institut américain des standards, ils ont finalisé 3 nouveaux standards post-quantiques en 2024. Donc même les agences officielles paniquent un peu. Elles savent que nos infrastructures actuelles vivent sur du temps emprunté. Mais alors, face à cette menace ultra-futuriste de l'ordi quantique, la parade absolue, elle vient pas du tout du 21e siècle en fait. Non. Et c'est ça qui est génial. La solution parfaite, elle date de 1917. Pendant la Première Guerre mondiale? C'est dingue. Ouais. Le chiffre de Vernal. Ou le one-time pad, le masque jetable en français. Et Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, a prouvé en 1949 que c'était le seul système mathématiquement inconditionnel. Donc même un ordi quantique de la taille de Jupiter pourrait pas le casser, quoi. Impossible.
Le message chiffré ne contient absolument aucune info statistique sur le message d'origine. C'est du bruit pur. Ok, mais alors question bête, si on a cette solution miracle depuis plus d'un siècle, pourquoi on s'embête avec le RSA ou le quantique? Pourquoi avoir attendu 2026 et de l'ADN pour s'en servir? Parce que c'est un enfer logistique. Le système impose 3 règles strictes. 1. La clé doit être aussi longue que le message. 2. Elle doit être parfaitement aléatoire. Et la troisième? Elle ne doit être utilisée qu'une seule et unique fois. D'où le terme « jetable Ah ouais, d'accord. Donc si je suis à l'ambassade de Paris et que je veux envoyer, je sais pas, une vidéo ultra secrète de 1 giga à Tokyo, ». Il faut d'abord que tu envoies un disque dur avec une clé de 1 giga, physiquement, sans te la faire voler. l'angoisse. Historiquement, c'était les espions avec la mallette menottée au poignet, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, on essaye de le faire avec des fibres optiques quantiques, mais la moindre perturbation, un changement de température, un bruit et l'information est détruite. C'est hyper fragile, et c'est là que j'ai une grosse objection en lisant le projet DNAsec. On parle d'utiliser l'ADN parce que c'est plus robuste, très bien, Ouais. mais on parle aussi de l'envoyer par la poste. Par courrier postal, Ouais, un simple colis. c'est pas complètement absurde. Je veux dire, on confie des secrets d'État à un facteur. Il suffit que le colis se perde ou qu'un espion intercepte le tube de plastique, non? Bah, c'est contre-intuitif, oui. Mais en fait, c'est le coup de génie de ce système. La fibre quantique pose un problème constant d'infrastructure. L'ADN, lui, c'est un conteneur physique super dense. Il voyage facilement, il craint pas les chocs thermiques standards. Donc c'est plus de la télécommunication, c'est de l'expédition de matière. Exactement. On résout le problème de la distribution. Et pour ce qui est de l'espion qui intercepterait le tube, bah, la biologie a sa propre alarme intégrée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Concrètement, comment on passe du liquide envoyé par la poste à une clé numérique sécurisée? Étape 1, on crée l'ADN en labo. C'est de l'ADN purement synthétique. On le répète, rien à voir avec le vivant. C'est un code-barre aléatoire fait de bases A, T, C et G. D'accord, juste des briques chimiques, et on en fait 2 copies identiques, une pour Paris, une pour Tokyo. Voilà. Et parce que c'est hyper dense, ce seul petit tube envoyé une bonne fois pour toutes contient assez de matière pour générer des clés pendant des années. Ok, donc on envoie le tube, et quand Paris veut envoyer le message secret, étape 2, ils font quoi alors? L'expéditeur prend une fraction minuscule du liquide, il la met dans un séquenceur, la machine lit les lettres chimiques, les ATCG, et traduit ça en une suite de 0 et de 1. Et dans l'expérience de 2026, ça a généré une clé binaire de 400 mégabits, ce qui est énorme et valide pour les standards officiels. C'est ça. Étape 3, on chiffre le message avec cette clé jetable, on l'envoie sur le net normal et on détruit la clé. Le taux d'erreur ou de piratage, accrochez-vous, c'est de 2 puissance moins 128. J'avais noté ça. Pour visualiser, c'est tellement infime qu'on a plus de chances de tirer au hasard le même atome dans tout l'univers que de voir le système échouer. Ouais, la sécurité mathématique est délirante. Mais ça répond pas à votre peur de l'espion postal. Oui, si quelqu'un ouvre le colis en route, prend une goutte pour garder une copie et referme le tube. Alors, pour faire ça, l'espion doit copier l'ADN intercepté. C'est ce qu'on appelle l'amplification PCR en biologie. D'accord. Sauf que, si on fait ça, on force la nature à se reproduire artificiellement. Et ça laisse des traces énormes. Ça crée des anomalies massives dans la concentration des moritures. Ah, j'adore ça. Moi, j'imagine ça comme un vieux seau de cire sur une lettre royale. Si tu essayes de le faire fondre pour lire la lettre, puis de le refondre, la structure chimique de la cire est altérée pour toujours. C'est exactement la même idée. Quand l'ambassade à Tokyo va séquencer sa goutte, l'ordinateur va repérer tout de suite que les concentrations sont pas normales. Le seau est brisé, on annule tout. Donc, la sécurité de nos données dépend des lois chimiques d'une molécule qui a des milliards d'années d'évolution. C'est poétique, presque. C'est très élégant. Mais bon, la biologie, c'est aussi hyper désordonné dans la vraie vie. Bah oui, parce que pour le chiffre de Vernam, on a dit qu'il fallait du hasard parfait. Et l'ADN, c'est pas parfaitement aléatoire. Non, les bases chimiques ont des préférences. Le A s'associe souvent au T, le C avec le G. Et pas forcément à parts égales. Donc c'est en biais. La clé n'est plus imprévisible. Et c'est là que les chercheurs de l'IMT Atlantique à Brest et de l'Université de Limoges entrent en jeu, avec le CNRS. Parce que leur rôle, c'était pas de jouer avec des pipettes, mais d'apporter une rigueur mathématique féroce. Tout à fait. Ils ont corrigé ces biais naturels de l'ADN avec des algorithmes pour garantir ce qu'on appelle une entropie parfaite. Le désordre absolu. Voilà.
Sans ce filtrage mathématique, l'ADN brut serait beaucoup trop vulnérable pour des secrets d'État. C'est un super travail d'équipe. Mais je me fais l'avocate du diable une seconde. Quand on regarde les sources, il y a des nuances. Cette fameuse démonstration devant le président, le 1er avril, la date est un peu drôle déjà, c'était basé sur une prépublication. Ouais, sur Archive et Al. Voilà, donc ça n'avait pas encore été relu par les pairs, validé par d'autres scientifiques indépendants. N'y a-t-il pas un risque de confondre, disons, un super coup de com' diplomatique et une vraie rupture scientifique? Cela soulève une question importante. Effectivement, faut pas être naïf. Le calendrier diplomatique a joué son rôle. Mais il faut rester objectif. La prépublication, c'est devenu la norme pour dater une découverte. Oui, on le voit de plus en plus. Et le fait est que la démonstration en conditions réelles, elle, a eu lieu. Ça a marché. Après, Nicolas Clément, le directeur du LIMS, le dit lui-même, hein, on est au stade expérimental. Le séquençage coûte cher, c'est lent, on va pas sécuriser nos messages WhatsApp avec ça demain. Exactement. C'est un processus scientifique itératif. Et c'est un temps long qui est parfois très rude sur le plan humain. Et ça, faut vraiment en parler, parce qu'il y a une réalité assez poignante derrière ce projet. Parmi les auteurs de cette prouesse, il y a Anthony Génaud, un chercheur du LIMS, qui a été l'un des grands architectes du projet. Et il est décédé avant la publication. Oui, le CNRS lui a rendu un très bel hommage. Son nom sur la publication, c'est un rappel que ces avancées ne sortent pas de nulle part. C'est des vies entières passées à scruter la biologie moléculaire. Il n'aura pas vu ce moment historique avec le président, mais c'est son travail de l'ombre qui a rendu ça possible. Absolument. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour ceux qui nous écoutent? L'ADN, c'est vraiment le disque dur ultime. Réfléchissez aux applications. On pourrait libérer notre diplomatie de la dépendance aux câbles sous-marins, qui peuvent être espionnés ou coupés. Même pour l'espace, non? Totalement. Les communications Terre-Lune ne pourraient être sécurisées avec une confiance absolue. Ou encore protéger les réseaux électriques, les centrales nucléaires. Et pour l'archivage, on parle de conserver des données pendant des millénaires. La nature a mis 3,8 milliards d'années à forger cet outil. Autant s'en servir. C'est fou. Le secret ne repose plus sur des maths, mais sur le vivant. Et c'est ça qui m'amène à une réflexion finale assez vertigineuse. Allez-y. Si nos infrastructures critiques et nos secrets d'État finissent par être protégés par de la biologie moléculaire synthétique, la guerre informatique va devoir s'adapter. Comment ça? Les hackers deviendraient des biologistes? C'est très possible. La cyberguerre de demain, ça ressemblera peut-être moins à des lignes de code tapées par des hackers et plus à des manipulations dans des laboratoires de biochimie. Ah ouais? Des séquenceurs altérés ou des virus synthétiques pour tromper le système. Une convergence totale entre le piratage numérique et la manipulation du vivant. Ça ne fait que commencer. Une convergence vertigineuse. On a inventé le coffre-fort ultime, on va voir à quoi ressemblera le pied de biche du futur. C'est là-dessus qu'on va vous laisser méditer aujourd'hui.